Merci pour la Société de gynécologie et obstétrique de m'avoir invité à participer à son 30e congrès national pour parler de la physiopathologie de la prééclampsie. Et je remercierai tout particulièrement professeur Lilia Ataya pour m'avoir donné l'occasion de parler de ce sujet qui est intéressant et tout à fait adapté à nos deux spécialités. Donc nous autres néphrologues sommes parfois consultés par les obstétriciens pour la prise en charge de l'hypertension artérielle au cours de la grossesse ou pour une complication rénale, notamment une insuffisance rénale aiguë par exemple, et surtout pour la consultation du postpartum d'une grossesse compliquée de prééclampsie. Alors la prééclampsie, c'est un syndrome. Ce n'est pas une maladie qui est spécifique de l'être humain, et tout particulièrement de la femme enceinte, et qui guérit après l'accouchement. La prééclampsie touche environ 3 à 8% des femmes enceintes. C'est la première cause de mortalité maternelle, fœtale et néonatale, en particulier dans les pays en voie de développement. Et les causes sont multiples, elles sont peu claires. Il y aurait une prédisposition génétique, l'inflammation jouerait un rôle, le stress oxydant, le système rénine-angiotensine. Et le mot éclampsie, en fait, dérive du grec, qui veut dire lumière éclatante ou flash, et c'est en rapport avec ce que ressentaient les femmes éclamptiques et décrivaient au réveil de leur crise comme ayant vu une grande lumière, une forte lumière avant leur crise. Et cette prééclampsie est caractérisée par une hypertension artérielle et une protéinurie. Cette protéinurie dépasse les 300 mg par 24 heures, ou alors un rapport protéine sur créatinine supérieur à 30 mg par millimol. Donc il y a plusieurs définitions, dont celle de l'ISSHP ou surtout celle de la COG, l'American College, qui bien sûr retient l'hypertension, une protéinurie, mais on peut ne pas avoir de protéinurie, mais en présence d'un critère de sévérité tel qu'une thrombopénie, des transaminases élevées, une créatinine élevée, un œdème pulmonaire ou des troubles neurologiques ou visuels. Alors, les femmes qui font une prééclampsie sont des femmes qui ont des facteurs de risque, notamment la nulliparité, mais aussi les âges extrêmes de la maman, le changement de partenaire ou l'insuffisance d'exposition au sperme, des antécédents personnels ou familiaux de prééclampsie, l'obésité, l'hypertension artérielle préexistante, le diabète, une pathologie rénale sous-jacente ou une maladie thrombogène héréditaire ou acquise. Il y a des facteurs paternels, notamment ce père dangereux avec qui les femmes répètent des prééclampsies, ou les facteurs fœtaux et la trisomie 13 s'associe à 100% de prééclampsie. Alors cette complication maternelle de la prééclampsie, en fait, c'est une maladie endothéliale systémique qui touche les vaisseaux en donnant une hypertension artérielle, le rein, il va y avoir une protéinurie et la lésion histologique, c'est l'endothéliose, le foie en donnant une hépatite et la lésion histologique, c'est une microangiopathie thrombotique, et le cerveau en donnant des crises tonico-cloniques avec un pré-syndrome. La prééclampsie, c'est la maladie glomérulaire la plus fréquente au monde, en sachant qu'il y a 10 millions de prééclamptiques par année, donc c'est une maladie glomérulaire très fréquente. On trouve à l'histologie une lésion caractéristique, c'est l'endothéliose du capillaire glomérulaire, avec un gonflement et une turgescence de la cellule endothéliale et un espace sous-endothélial qui est élargi avec des dépôts de matériel hyalin qui peuvent résulter en une oblitération de l'espace capillaire et une perte de la fenêtre endothéliale. En immunofluorescence, il y a peu de dépôts. Alors ce schéma, pour vous montrer en temps normal, la lumière elle est libre, ça c'est une image de microscopie électronique, avec ici le noyau de la cellule endothéliale, alors qu'en cas d'endothéliose glomérulaire, la lumière est comblée et vous voyez qu'en microscopie électronique, le cytoplasme est abondant et il est vacuolisé. Donc, le développement physiopathogénique actuel a identifié une dysfonction podocytaire dans la prééclampsie. Et le podocyte, c'est la cellule épithéliale qui tapisse le capillaire
glomérulaire. L'excrétion de podocytes sains ou podocyturies a été observée dès le deuxième trimestre des grossesses prééclamptiques et précède et participe à l'installation de la protéinurie, donc pourrait jouer un rôle de marqueur précoce. Il pourrait s'avérer utile pour identifier les femmes à haut risque. Il y a une dysfonction du diaphragme de fente, que vous voyez ici, ce diaphragme de fente entre les pédicelles, qui entraîne une protéinurie. Alors maintenant, pour en venir au vif du sujet, cette maladie qu'on appelle maladie des théories, en fait, on a la certitude du rôle du placenta dans cette pathologie. Et d'ailleurs, les années 30, on a décrit des grossesses molaires avec prééclampsie. Alors, si on en vient à l'angiogenèse placentaire, en fait, normalement, dans une grossesse normale, il y a une invasion des artères utérines par les syncytiotrophoblastes et les cellules qui sont épithéliales vont subir une conversion phénotypique et se transformer en cellules endothéliales. En cas de prééclampsie, il y a un défaut de vasculogénèse et d'invasion du trophoblaste avec comme conséquence une ischémie placentaire. Alors, deux hypothèses, soit que l'hypoxie entraîne la libération d'une substance toxique responsable de la maladie, ou bien c'est la mère qui élève sa pression artérielle pour améliorer la perfusion du placenta. Et en fait, la solution n'est pas venue des gynécologues, elle n'est pas venue des néphrologues, mais elle est venue des oncologues, puisque un essai en phase 2 a été fait en 2002 chez des hommes atteints de cancer colorectaux qui ont reçu comme traitement du 5-FU avec du bevacizumab qui est un anti-VEGF. On a constaté la diminution de la progression tumorale, une augmentation de la courbe médiane de survie, mais apparition dans des proportions assez importantes d'une hypertension artérielle et d'une protéinurie. Et à ce moment-là, Vikas Soukatme, qui est un néphrologue et qui travaillait à Chicago, a reçu un monsieur qui avait une hypertension artérielle avec une protéinurie et a été traité par anti-VEGF. Et il a consulté son collègue néphrologue qui s'est occupé de prééclampsie pendant de longues années et lui a dit qu'est-ce que vous en pensez? Et l'un d'Amer qui est plaisantin, en fait, lui a dit, statistiquement parlant, ton malade a une prééclampsie. Donc, il a chargé son assistant Karumanchi de faire une comparaison du profil d'expression des gènes dans le placenta normal et pathologique avec un séquençage qui a été fait par une puce Affymetrix. Et ce séquençage cherchait une molécule soluble qui traverse la membrane basale placentaire et qui agirait sur l'endothélium. Et c'est comme ça qu'on a trouvé un gène récepteur du VEGF dans sa forme soluble, qui est le FLT1, FMS-like tyrosine kinase 1. Alors le VEGF, c'est le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire qui est essentiel pour la survie de l'endothélium. Et ce VEGF a des récepteurs membranaires. Le plus important, c'est le 2, mais il a un récepteur qui peut être soluble. Et l'hypothèse, c'est que le placenta, en fait, des femmes prééclamptiques, fabrique une quantité importante d'un récepteur de VEGF dans sa forme soluble. Ce récepteur va se lier au VEGF et au placenta growth factor, et ce FLT1 est un facteur anti-angiogénique qui va capter le VEGF et l'empêcher d'agir, de faire sa fonction protectrice et nourricière de la cellule endothéliale. Alors Karumanchi a montré que plus la prééclampsie était sévère, plus le taux de FLT1 était élevé, mais qu'après la naissance, il redevenait normal et il y a une surexpression placentaire de FLT1 qui a été en fait mise en évidence en immunohistochimie sur cette diapositive. Donc l'hypothèse, c'est que le placenta des malades prééclamptiques fabrique une quantité importante d'un récepteur du VEGF dans sa forme soluble qui va priver la femme ou la mère du VEGF et entraîner une hépaturie et une protéinurie. Et la preuve a été faite par l'infection de rats gravides par un adénovirus recombinant qui code pour FLT1 et on a montré pour la première fois chez l'animal une élévation de la pression artérielle et une élévation de la protéinurie avec un facteur de sang. Donc cette fois-ci,
il y a eu des biopsies rénales chez les rats qui ont été infectées par l'adénovirus et on a montré que celles qui étaient infectées faisaient la même chose que chez la femme, c'est-à-dire des lésions rénales d'endothéliose avec protéinurie et hypertension. Et donc, c'est la neutralisation du VEGF par FLT1 qui explique l'endothéliose glomérulaire ou VEGF podocytaire. Donc, sur ce papier de New England, en fait, on voit que les femmes contrôle élèvent FLT1 à partir de la 20e semaine, mais les femmes éclamptiques, prééclamptiques, élèvent beaucoup plus. Et ce déséquilibre est détectable plusieurs semaines avant la survenue de la prééclampsie. À côté, on a le placenta growth factor qui, lui, au contraire, diminue au cours de la prééclampsie. Donc, maintenant, quelle est la source du VEGF ? Ce facteur de croissance, et le VEGF n'est pas détectable dans le sang. Et ces expériences ont permis de montrer que le VEGF, en fait, était sécrété par le podocyte, la cellule épithéliale du glomérule. Et le problème qui s'est posé, c'est de dire comment est-ce que ce VEGF qui est sécrété par le podocyte va aller à contre-courant par rapport au flux urinaire pour nourrir ces cellules endothéliales. Et il y a un modèle mathématique qui a été fait par des Finlandais qui a prouvé que c'était vrai. Ensuite, l'excision du gène du VEGF des podocytes, fait par une équipe canadienne, a prouvé que cette excision entraînait une prééclampsie, confirmant la chose. Donc après le placenta growth factor, le FLT1, il y a aussi d'autres molécules, notamment l'endoglyne, qui est un récepteur membranaire du TGF-bêta sur les sur les cellules endothéliales syncytiotrophoblastiques. Et cette endoglyne également serait un marqueur de la prééclampsie, puisque les patientes, la soumission à FLT1 entraîne une prééclampsie, FLT1 plus endoglyne, prééclampsie plus hépatite, mais pas de HELLP syndrome, et l'endoglyne seule ne donne rien du tout. Donc l'augmentation de FLT1 et de l'endoglyne est précoce en cas de prééclampsie, et il y a une possibilité de doser ces facteurs solubles dans le sang, ce seraient des tests de dépistage précoce intéressants. Il y a également une prédisposition génétique et un gène de la prééclampsie a été identifié en 2005 dans les familles touchées par la prééclampsie, c'est le STOX1, qui est un gène qui code pour un facteur de transcription et qui est présent dans les cellules de l'utérus et du placenta. Et une quinzaine d'autres gènes semblent également impliqués dans la maladie. Il y a d'autres voies, notamment la voie de l'hème oxygénase qui dégrade l'hème en monoxyde de carbone et qui a été proposée. Il y a également la voie du sulfate d'hydrogène, H2S, qui a été proposée puisque ce gaz est vasodilatateur, cytoprotecteur et a des propriétés angiogéniques. Les niveaux de H2S sont abaissés en cas de prééclampsie, mais probablement en relation avec FLT1 et l'endoglyne par un mécanisme indépendant du VEGF. Il y a également la voie du monoxyde d'azote, hénosynthase est également impliquée, des mécanismes immunologiques et notamment le rôle possiblement pathogène d'auto-anticorps dirigés contre le récepteur 1 de l'angiotensine, et un défaut enfin de repliement des protéines qui peuvent s'accumuler et participer à la physiopathologie de la prééclampsie. Donc ce schéma en fait résume tout ce que nous étions en train de dire. Il y a une implantation placentaire anormale qui entraîne un remodelage inapproprié de l'artère spirale. Les mécanismes sont tous ceux que nous avons vus, donc le monoxyde d'azote, l'hème, l'angiotensine, le stress oxydant, des facteurs génétiques et environnementaux. Et la deuxième étape, c'est l'étape de l'ischémie placentaire qui fait intervenir donc tous ces facteurs pour entraîner après les manifestations cliniques que nous avons décrites, l'hypertension, la protéinurie, l'atteinte pulmonaire, l'atteinte cérébrale, l'atteinte hépatique et l'activation du système de la coagulation avec une thrombocytopathie. Donc ça, c'est juste un petit mot quand même sur des essais qui ont été faits et qui sont intéressants et qui ont essayé de soustraire FLT1 du sang de ces femmes prééclamptiques pour essayer
de prolonger la grossesse, et c'était des femmes qui avaient des prééclampsies précoces, et on a pu obtenir une prolongation jusqu'à 23 jours. Il y a des expériences qui étaient un peu moins intéressantes, avec arrêt de certains essais pour les effets indésirables. Donc, au vu de tout ça, en fait, nous allons voir rapidement les conséquences à long terme chez la mère et chez l'enfant. Longtemps considérée comme résolue après l'accouchement, il est maintenant admis que la prééclampsie a un retentissement sur la santé future de la mère et de l'enfant, et elle est désormais considérée comme un facteur de risque de maladies cardiovasculaires et rénales et neurologiques. Et ces femmes font plus d'hypertension artérielle, plus d'insuffisance coronarienne et plus d'accidents vasculaires cérébraux. Elles se comporteraient comme des hommes, entre parenthèses, par rapport aux risques cardiovasculaires. À long terme, elles font plus d'insuffisance rénale chronique, et aussi bien les primipares que les multipares. Et sur l'enfant, maintenant, les enfants nés d'une mère prééclamptique avec un bas poids de naissance inférieur à 2,5 kg ou un retard de croissance intra-utérin sont aussi à risque de développer ultérieurement des maladies cardiovasculaires, un syndrome métabolique et une sensibilité au sel. Et le profil à risque de la prééclampsie se retrouve donc chez la descendance, perpétuant ainsi un cercle vicieux que vous voyez là. Donc, il y a également une prévalence de la sensibilité au sel qui est plus importante chez les enfants nés avec un petit poids de naissance. Leur pression artérielle prise est plus élevée et leur taux de filtration glomérulaire est plus bas, et le volume et la taille de leurs reins sont également réduits, suggérant que la réduction de la masse néphronique en cas de petit poids de naissance serait un risque d'altération de la fonction rénale et de sensibilité au sel ultérieure. De plus, les femmes avec prééclampsie sévère ont également une sensibilité au sel qui est augmentée 10 ans après l'accouchement, comparée à des femmes avec grossesse normale. Mais tout ça étant, il ne faut pas quand même alarmer ces femmes prééclamptiques, mais il faudrait les surveiller. On a également un émoussement de l'abaissement tensionnel, le dipping, le nocturne, qui a été mis en évidence chez les enfants nés petits pour l'âge gestationnel, et des perturbations du rythme circadien de la pression artérielle qui augmente le risque cardiovasculaire et serait un indicateur précoce d'une anomalie de la régulation cardiovasculaire chez ces enfants. Donc, pour conclure, je dirais que la prééclampsie, c'est une pathologie maternelle spécifique de la grossesse qui est secondaire à un dysfonctionnement placentaire. Les causes de ce dysfonctionnement, nous les avons vues, elles sont multiples et variables. Et le syndrome maternel de prééclampsie correspond à une défaillance endothéliale systémique qui induit la circulation excessive de facteurs anti-angiogéniques. Les nouvelles voies de recherche doivent aller vers le dépistage précoce et le traitement de ces prééclamptiques. Et bien sûr, ceci ne pourrait se faire sans la collaboration interdisciplinaire. Et vous avez vu dans cette présentation le rôle important, bien sûr, des gynécologues, des néphrologues et même des oncologues qui ont permis d'avancer sur le plan de la recherche. Et d'ailleurs, pour illustrer cette collaboration interdisciplinaire, nous avons eu en mars 2018, lors de la Journée mondiale du Rhin, une étroite collaboration avec les gynécologues à cette occasion, et le thème en était le rein et la santé de la femme. Et c'est un appel à un travail collaboratif entre toutes ces spécialités, et la gynécologie et la néphrologie en particulier, qui dans ce travail semble extrêmement intriqué, à tel point que la prééclampsie, c'est une maladie glomérulaire extrêmement fréquente. Et je vous remercie pour cette occasion que vous m'avez donnée pour parler de cette physiopathologie de la prééclampsie.